Donc nous allons poursuivre notre matinée dédiée à Debord et à l'écriture avec deux interventions pour cette fin de matinée par Sandrine Israël-Jost à ma gauche et Esther Horvat à ma droite. Donc nous allons commencer par Sandrine qui va changer déjà le titre de sa communication. Sandrine enseigne aux Arts Déco de Strasbourg, à l'École des Arts Décoratifs, et elle prépare sa thèse actuellement sur Nietzsche et la question de l'égalité. Avant de commencer, je voudrais remercier Jacob Rogozinski pour avoir organisé ce colloque qui est très fécond et très bien organisé aussi. Alors effectivement, j'ai changé le titre de mon exposé et du coup, j'engage une problématique qui sera sensiblement différente. Alors, Gracian disparaît. En revanche, je garde Machiavel. Donc, ça donne Debord Machiavel, du dialogue émancipateur au pouvoir non spectaculaire. Alors, l'enjeu de mon exposé sera de dégager, à titre hypothétique et provisoire jusqu'à un certain point, sera donc de dégager à partir de la société du spectacle, le livre, les linéaments d'une théorie de l'émancipation qui consisterait en autre chose qu'à sortir de la caverne où se meuvent des ombres afin de rejoindre une vie en vérité et une communauté d'hommes rassemblés authentiquement au lieu d'être séparés. Dans un premier moment, j'interrogerai à cette fin le concept de représentation. La représentation, selon la ligne que je voudrais esquisser, s'opposerait à la présentation non pas comme le reflet illusoire s'oppose à la chose même, mais comme une instance qui, parlant au nom de ce qu'il représente, s'oppose à une participation réelle à la praxis révolutionnaire. La désignation d'une aliénation devenue achevée par le terme du spectacle, semble indiquer que celle-ci serait exclusivement déterminée par le voir, en ce sens que d'une part, elle est ce qui s'offre à la vue, et que d'autre part, il prive l'individu de tout rapport à la réalité autre que visuelle. Ainsi, le spectacle est, je cite, objet de la seule contemplation, et il est, je cite encore, une vision qui s'est objectivée, déréalisant en elle la réalité sociale, c'est-à-dire les rapports sociaux entre ceux qui sont propriétaires des moyens de production et ceux qui doivent vendre leur force de travail. Le spectacle substitue donc une apparence mensongère à cette réalité, et c'est en ce sens que Debord peut dire « Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images », donc proposition qui se trouve dans la thèse 4. Ces images, ce sont celles qui font apparaître la division réelle des rapports de classe sous le jour de la division des sociétés libérales d'une part et des sociétés totalitaires d'autre part. Les intérêts divergents de ces sociétés rivales sont certes bien réels, mais relèvent chacun d'un même système, celui de l'économie capitaliste. Autrement dit, alors même qu'elles semblent alors même qu'elle semble divisée par un conflit qui met en jeu le mode de production capitaliste, la fin poursuivie par ces sociétés demeure pourtant la reproduction des rapports sociaux existants. Il en va ici d'une lutte de pouvoir économique et non pas de la lutte des classes. Mais la division réelle, qui est ainsi masquée sous l'apparence d'une pseudo-division, ne peut par conséquent pas non plus être dite. Le dialogue conflictuel que semblent poursuivre société libérale et société totalitaire n'est rien d'autre que, je cite, le discours ininterrompu que l'ordre présent tient sur lui-même, son monologue élogieux. Ça se trouve dans la thèse 24. Si le spectacle est, je cite, une manière d'apparaître sans réplique, s'il possède le monopole de l'apparence, il possède aussi bien le monopole du langage. Plus précisément, la double détermination du spectacle, comme voir et comme dire, trouve son point de jonction. En ce cas, l'apparence spectaculaire ne peut être opposée aucune réplique. C'est ainsi que Debord peut définir le spectacle comme étant le contraire du dialogue. Ça se trouve dans la thèse 18. Définition qui peut sembler courte dans son étonnante simplicité eu égard à l'ordinaire complexité dialectique des énoncés de la société du spectacle. Laisse-t-elle entendre qu'il suffirait qu'un dialogue réel ait lieu pour ruiner le spectacle?
Une telle hypothèse semble confirmée par la thèse conclusive de la Société du spectacle, dans laquelle on peut lire que l'auto-émancipation de notre époque doit tenir à ce que, je cite, « le dialogue s'est armé pour faire vaincre ses propres conditions ». Quelles seront alors les conditions du dialogue au double sens du terme « conditions », à savoir d'une part les conditions qui rendent effective un tel dialogue et les conditions que celui-ci pose. Les conditions qui le rendent effectif, c'est déjà, on s'en doute, que le monologue spectaculaire soit interrompu. Or, une ou des voix simplement discordantes peuvent parfaitement s'accorder avec le langage du spectacle, comme le montre exemplairement le conflit entre les sociétés totalitaires et les sociétés libérales. La seule énonciation de la critique du mode de production capitaliste par telle organisation, tel parti, tel État ne sera donc pas la condition suffisante du dialogue. Ce point mérite que nous nous y arrêtions un moment et je me servirai pour l'examiner de la position d'Althusser sur la question. En effet, pour Althusser, qui expose notamment cette position dans un texte qui a été publié en 1970, un texte qui est intitulé « Marxisme et lutte de classe », pour Althusser, un acte de lecture suffit déjà à introduire un dialogue. Il y a en effet une manière bourgeoise de lire le Capital, manière qui consiste à le lire en économiste, en voyant dans la lutte des classes un simple effet du mode de production capitaliste, et non pas ce qui se trouve en son cœur, ainsi qu'on peut également le lire d'une manière révolutionnaire. Cette différence de lecture, et par conséquent ce que l'on peut dire et faire d'un même texte, aura pour conséquence, dit Althusser, que ce même texte peut être, d'une part, je cite, une théorie de l'économie politique du capitalisme, et d'autre part, je cite encore Althusser, la théorie des formes matérielles, juridico-politiques et idéologiques d'un mode de production fondé sur l'exploitation de la force de travail salariée, fin de citation, autrement dit donc une théorie révolutionnaire. Entre la lecture bourgeoise et la lecture révolutionnaire aurait lieu, selon Althusser, le dialogue qui rend visible et conflictuelle la réalité des rapports sociaux et par là rend possible de les dissoudre. Voyons à présent quelles sont pour Althusser les conditions d'un tel dialogue, c'est-à-dire d'une lecture révolutionnaire du Capital qui donne la réplique à sa lecture bourgeoise. L'effort le plus important qui, pour cela, a à être fourni, devra être déployé par ceux-là même qui possèdent la compétence de la lecture révolutionnaire, à savoir les intellectuels, idéologiquement petits bourgeois. Leur instinct de classe, dit Althusser, doit être révolutionné. Un effort moindre, bien que tout aussi nécessaire, doit à son tour être assuré par la classe prolétarienne dont l'instinct a seulement besoin d'être éduqué. Là, je cite encore Althusser. Instinct qui doit être éduqué et dont vont se charger les intellectuels. Or, c'est là, dirait Debord, qu'est tout le problème. Je cite Debord, un passage de la thèse 96, « L'idéologie de l'organisation sociale démocrate », il désigne la deuxième internationale, la seconde internationale, l'idéologie de l'organisation social-démocrate la mettait au pouvoir des professeurs soulignés, qui éduquaient la classe ouvrière, et la forme d'organisation adoptée était la forme adéquate à cet apprentissage passif. Fin de citation. Il n'est donc pas nécessaire que la critique du mode de production capitaliste soit incarnée par l'État totalitaire en la personne, ou plutôt la vedette de Staline. À partir du moment où une théorie critique est élaborée au nom de toute la classe par des spécialistes, il est spectaculaire, car ceux qui la produisent ne sont pas, mais représentent la classe révolutionnaire, alors même qu'ils auraient opéré cette révolution de leur instinct dont parle Althusser. La représentation, en tant qu'en elle une partie parle pour le tout, est le principe du spectacle en lequel la partie se fait passer pour le tout. Dans la même thèse que celle où Debord écrit que le spectacle est le contraire du dialogue, on peut lire « Partout où il y a représentation soulignée, partout où il y a représentation indépendante, le spectacle se reconstitue. » Fin de citation. Et pourrions-nous rajouter « La représentation est toujours indépendante dans la mesure où elle peut et doit se passer de ce qu'elle représente pour exister comme telle. »
Chez Debord, on le sait, cette indépendance de la représentation procède d'un tour supplémentaire, puisque la classe dominante s'étant elle-même aliénée à son propre pouvoir économique, la représentation est devenue indépendante des représentants et devenue représentation d'elle-même. C'est pourquoi, quel que soit le contenu du discours qu'elle tient, la représentation ne parle au fond que d'elle-même, refoulant ce qui pourrait encore se dire des représentés à travers la voix des représentants. Je vous cite un passage de la thèse 23. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même, où toute autre parole est bannie. Fin de citation. À partir de là, s'opposeront chez Debord et chez Althusser deux théories de l'idéologie. Pour Debord, je cite, « La théorie révolutionnaire est ennemie de toute idéologie révolutionnaire ». Thèse 124. Les idéologies de la Révolution, on l'aura compris, chez Debord, ce ne sont pas les théories de la Révolution dans lesquelles auraient été subrepticement importés des concepts bourgeois, mais ce sont les théories révolutionnaires énoncées par quelques-uns au nom de tous. Car le concept de représentation permet précisément de comprendre que ce qui décide que l'on a affaire à une idéologie ou à une théorie révolutionnaire dépend non pas des termes par lesquels on l'énonce, mais de qui prend la parole pour l'énoncer, les représentants ou ceux-là même qui participent à la théorie. Pour Althusser, de l'autre côté, l'idéologie tient à ce qui y est dit, c'est-à-dire en quels termes cela est dit. D'où la traque sans répit des concepts bourgeois qui menacent de venir adultérer la théorie du prolétariat. L'homme, l'humanisme, le sujet, l'individu, autant de concepts bourgeois qu'il faut déloger de leur place illégitime dans la théorie révolutionnaire. Ainsi, Althusser prend-il la précaution de parler d'un procès sans sujet, de montrer que l'écart du Marx du Capital par rapport à Feuerbach lui fera adopter une position théorique anti-humanisme, car l'humanisme est une idéologie bourgeoise, de citer Marx à l'appui de cette thèse. Je cite Althusser citant Marx, « Une société n'est pas composée d'individus ». À ces deux conceptions adverses de l'idéologie correspondent deux acceptions différentes de la fausse conscience. Pour Debord, en effet, la fausse conscience du prolétaire sera d'autant plus fausse que celui-ci sera passivement éduqué par qui viendrait lui apprendre qu'il n'est ni un sujet, ni un individu, et pas non plus exactement un homme. La fausse conscience, ce n'est pas la mystification des prolétaires par l'idéologie bourgeoise qui défend, sous couvert de droit universel, ses intérêts particuliers, c'est le fait que certains peuvent parler, d'autres non. Ainsi, je cite Debord, un passage de la thèse 116, « Pour que le sujet prolétarien puisse émerger de sa lutte contre la contemplation, il faut que sa conscience soit égale à l'organisation pratique qu'elle s'est donnée, car cette conscience même est inséparable de l'intervention cohérente dans l'histoire. » Fin de citation. La conscience émerge de la captation spectaculaire à partir du moment où elle devient une conscience égale à n'importe quelle autre conscience. Si le spectacle est le contraire du dialogue, la représentation est le contraire de la conscience. Et la condition d'une telle égalité entre les consciences tient à l'égalité qui règne entre la théorie et la praxis, entre la théorie de la praxis et les luttes pratiques au sein d'une même conscience en tant et qu'elle pense et qu'elle agit. Le même individu doit pouvoir s'égaliser avec lui-même, en quelque sorte, par la médiation de ce qui pourrait être désigné comme un dialogue avec soi-même. Qu'en lui, la théorie critique et l'activité pratique communiquent et ne soient plus séparées par une division des tâches révolutionnaires. Cette divergence touchant à la question de l'égalité a des conséquences sur le pouvoir attribué aux organisations révolutionnaires. Chez Althusser domine la conception d'un passage pacifique à la démocratie réelle, conception proche de la tâche infinie kantienne, perpétuellement différée, ceci tenant à la séparation de faits accomplis entre d'une part la pratique sociale nécessairement aveugle et la science qui s'affirme de façon autonome. Ainsi, dans le très beau livre de Rancière qui s'intitule « La leçon d'Althusser », Rancière peut dire, je cite, « La théorie althussérienne ne mettait tant de rupture dans la théorie que pour n'en mettre pas dans la pratique politique.
elle était fondamentalement une théorie de l'éducation. Et toute théorie de l'éducation vise au maintien d'un pouvoir qu'elle cherche à éclairer. » Fin de citation. De son côté, Debord dira de l'organisation révolutionnaire, je cite, qu'elle doit seulement se reconnaître elle-même comme une séparation radicale d'avec le monde de la séparation. Contre-pouvoir absolu, si l'on veut, l'organisation révolutionnaire interrompt tout rapport avec le pouvoir spectaculaire. En ce moment de reconnaissance de soi-même comme séparation radicale, ne va pas s'opérer la confrontation d'un pouvoir spécialisé avec un autre pouvoir spécialisé, celui-ci serait-il tout autre. Car la séparation radicale n'est pas un pouvoir de plus, suffisamment fort pour rivaliser avec le pouvoir existant. Mais, en s'introduisant au sein du pouvoir comme non-rapport, elle défait le rapport d'appartenance aliénée du pouvoir à la classe dominante, je cite, « faite de spécialistes de la possession des choses qui sont eux-mêmes, par là, une possession des choses. » Ça, c'est un morceau tiré de la thèse 143. Pourtant, on s'en doute, ce contre-pouvoir absolu deviendrait un pouvoir de plus s'il devait outrepasser la seule reconnaissance de soi-même comme séparation radicale, pour s'installer alors selon le mode d'un parti représentant la classe révolutionnaire. C'est pourquoi ce qu'on pourrait appeler le premier moment dialectique du procès d'égalisation doit être suivi par un second, qui opère la propre dissolution d'une telle organisation en tant qu'organisation séparée. Je cite Debord, thèse 120. Dans le moment révolutionnaire de la dissolution de la séparation sociale, cette organisation doit reconnaître sa propre dissolution en tant qu'organisation séparée. Fin de citation. Ce second moment, autrement dit, constitue la négation d'une négation qui évitera par là de retrouver la positivité des hiérarchies séparatrices de la société spectaculaire. À ce titre, le prolétariat est, dit Debord, le négatif à l'œuvre dans cette société. Le premier moment de la praxis révolutionnaire, en tant que séparation radicale, délie par la séparation ce qui fait tenir la séparation spectaculaire, tandis que le second moment dissout le premier moment et accomplit par là la défaite du spectaculaire. En d'autres termes, la qualité de la force en œuvre dans le premier moment serait d'être une force de déliaison, tandis que la qualité de celle mise en œuvre dans le second moment est celle d'une force de dissolution. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect, mais je voudrais simplement relever à partir de là que chez Debord, le pouvoir que se donne une organisation révolutionnaire est corrélatif à l'égalité qui en est à la fois la condition et le produit. À l'inverse, l'émancipation, ce n'est pas seulement l'appropriation des moyens de production par quoi l'exploitation serait surmontée, c'est également et surtout l'appropriation des moyens de l'émancipation, soit des moyens proprement politiques, des moyens qui sont des forces. Alors, dans un second et dernier moment, je voudrais tenter de repérer le moment machiavélien à l'œuvre dans la théorie debordienne de l'émancipation et en me servant cette fois de la question du pouvoir comme fil conducteur. Les termes de cette question s'énonceront comme suit. Si la spécialisation du pouvoir qui est à la racine du spectacle aura été éradiquée par la lutte révolutionnaire, une société d'hommes émancipés ne serait pas une société sans pouvoir, mais une société au pouvoir partagé ou commun, je m'en expliquerai, pouvoir soustrait à la domination qui lui est attachée dès lors qu'il est spécialisé. Un pouvoir, autrement dit, non spectaculaire. L'enjeu de l'émancipation, c'est, rappelons-le, la vie, en opposition à la contemplation, la vie étant déterminée comme temps irréversible vécu, c'est-à-dire comme histoire. L'histoire, dit Debord, est le privilège du pouvoir, justement. La plus-value originelle est temporelle en même temps qu'elle est économique. Je cite un assez long passage de la thèse 128. Le pouvoir qui s'est constitué au-dessus de la pénurie de la société du temps cyclique, la classe qui organise ce travail social et s'en approprie la plus-value limitée, s'approprie également la plus-value temporelle de son organisation du temps social. Elle possède pour elle seule le temps irréversible du vivant. La seule richesse qui peut exister concentrée dans le secteur du pouvoir pour être matériellement dépensée en fait somptuaire, s'y trouve aussi dépensée en tant que dilapidation d'un temps historique de la surface de la société. Fin de citation.
C'est ainsi que l'histoire est inséparable du pouvoir et par suite, je cite Debord, le raisonnement sur l'histoire est inséparablement raisonnement sur le pouvoir. Le pouvoir et par conséquent l'histoire sont pour la première fois fondés d'une manière non mythique mais consciente, c'est-à-dire raisonnée, dans la démocratie grecque. Dans celle-ci, le temps historique n'est pourtant pas parvenu à la conscience de soi, parce que le pouvoir partagé entre pairs reposait encore, je cite Debord, sur la dépense d'une vie sociale dont la production restait séparée et statique dans la classe servile. Seuls ceux qui ne travaillent pas vivent. À l'issue d'une régression de la pensée historique occidentale, la décomposition de l'ancien ordre mythique à la fin du Moyen Âge va se faire sentir d'une manière mélancolique, je cite Debord, sous la forme d'une obsession de la mort. Et c'est la Renaissance qui va reprendre, joyeusement cette fois, les raisonnements émancipateurs sur le pouvoir et sur l'histoire qui auront été interrompus depuis la démocratie grecque, ou en tout cas biaisés par les religions du salut. Je cite une partie du paragraphe qui est consacré à la Renaissance et où on trouve une allusion à Machiavel. La possession nouvelle de la vie historique, la Renaissance, qui trouve dans l'Antiquité son passé et son droit, porte en elle la rupture joyeuse avec l'éternité. Son temps irréversible est celui de l'accumulation infinie des connaissances, et la conscience historique issue de l'expérience des communautés démocratiques grecques et des forces qui les ruinent va reprendre, avec Machiavel, le raisonnement sur le pouvoir désacralisé, dire l'indicible de l'État. Dans la vie exubérante des cités italiennes, dans l'art des fêtes, la vie se connaît comme une jouissance du passage du temps. C'est dans la thèse 139. Je concentrerai mon attention sur la façon dont la lecture que Debord fait de Machiavel y indique une certaine conjonction du pouvoir et de l'histoire. L'objet du plus célèbre ouvrage de Machiavel, Le Prince, est de savoir comment acquérir et conserver le pouvoir, savoir qui n'est en rien, c'est bien connu, identique à une série de techniques efficaces. La vérité d'un tel savoir, comment acquérir et conserver le pouvoir, cette vérité réside dans la constitution d'un sujet nouveau, le prince nouveau. La formule la plus significative que l'on puisse trouver dans l'ouvrage de Machiavel, à propos de cette constitution d'un sujet nouveau, dit, je cite Machiavel, que l'on devient prince de simple particulier qu'on était. Chapitre 7. Dans le chapitre suivant, Machiavel va entreprendre une critique du proverbe selon lequel, je cite, qui bâtit sur la tourbe, bâtit sur la fange, proverbe qui signifie que lorsqu'un prince s'appuie sur le peuple, il peut être assuré de courir à sa ruine. La démonstration de Machiavel repose sur sa théorie des deux humeurs, humeur du peuple et humeur des grands, théorie qu'on peut trouver plus amplement développée dans le chapitre 5 du livre 1 des Discours, sur la première década Tite-Live. Ces deux humeurs, respectivement associées au peuple et aux grands, procèdent de ce que le peuple désire n'être ni commandé ni opprimé par les grands, tandis que les grands désirent commander et opprimer le peuple. Peuple et grands vont chercher respectivement à obtenir la faveur du prince, le peuple afin d'être protégé d'être protégé des grands par l'autorité du prince, et les grands, à l'inverse, afin d'assouvir leur appétit insatiable de puissance dans l'ombre du prince. Alors, un motif essentiel qui enveloppe tous les autres fait pencher Machiavel en faveur du peuple. Répondre à son désir n'entraîne le tort de personne, car le pouvoir n'est pas un objet de désir pour le peuple. Si l'on traduit dans le lexique de Debord la théorie des deux humeurs de Machiavel, on pourrait dire que l'humeur des grands procède du désir illimité du pouvoir spécialisé, celui du peuple d'une dissolution du pouvoir spécialisé. Du moins en puissance, l'humeur des grands serait spectaculaire, celle du peuple révolutionnaire. Et le choix qu'opère Machiavel en faveur du peuple pourrait à son tour être traduit par la nécessité de maintenir visible la division de classe et de ne pas la masquer par le monopole de l'apparence spectaculaire. Le prince est alors un tiers, j'emprunte ce terme à Claude Lefort, tiers entre ces deux désirs antagonistes, position de tiers que seul son soutien du peuple lui permet d'occuper, puisque, encore une fois, répondre aux désirs des grands qui se croient
les égaux du prince, c'est laisser libre cours à leur ambition illimitée, au détriment donc d'un arbitrage des désirs antagonistes de la société. Chez Machiavel, la lutte contre la spécialisation illimitée du pouvoir désiré par les grands implique donc, pour parler comme Debord, que le prince nouveau s'institue comme la séparation d'avec le monde de la séparation, mais en exerçant toute son intelligence des circonstances politiques, sa virtu, à ne pas dissoudre cette séparation, tenant à la fois à distance le désir des grands, tout en ne s'identifiant pas au désir du peuple, sans reste. Selon une lecture révolutionnaire, la fonction du prince consisterait à destituer l'autorité des anciennes normes idéologiques au profit d'une volonté agissante et consciente, celle du prince, qui équivaut au désir encore informe du peuple. Pourtant, le prince nouveau, chez Debord, ne pourra occuper la position d'un tiers ou d'un médiateur ayant pour charge de réguler, mais non de dissoudre la séparation, alors même que cette charge serait provisoire en attendant que règnent les principes du communisme. Bien plutôt, la figure du prince jouerait dans le premier moment révolutionnaire en tant que séparation radicale d'avec le monde de la séparation, mais sa fonction de tiers serait dissoute dans le second moment. Or, qu'est-ce qui, chez Machiavel lui-même, rend possible une telle lecture, c'est-à-dire une autodissolution du prince en tant que tiers? Raisonner sur le pouvoir implique que le pouvoir mythique, sacralisé, qui, je cite, ne veut être compris qu'en tant qu'exécution sans explication, thèse 133, donc que ce pouvoir soit surmonté. Et Machiavel est celui qui reprend le raisonnement sur le pouvoir désacralisé qui dit l'indicible de l'État. Or, comment Machiavel, simple particulier, peut-il s'autoriser à raisonner sur un pouvoir qu'il ne détient pas? Dans l'épître dédicatoire du prince à Laurent de Médicis, Machiavel s'en autorise ainsi. Je cite. « Car, comme ceux qui dessinent les paysages se placent en bas dans la plaine pour considérer la nature des montagnes et des lieux élevés, et pour considérer celle des lieux bas se placent en haut sur les montagnes, de même, pour bien connaître la nature du peuple, il faut être prince, et pour bien connaître celle des princes, il faut être du peuple. » Fin de citation. Machiavel, du même geste, confirme la désacralisation du pouvoir à l'œuvre à son époque, mais surtout refoule la possibilité qui pourrait relayer la désacralisation du pouvoir, à savoir le despotisme éclairé qu'un parti révolutionnaire aura pu parfaitement adopter. C'est désormais le peuple qui possède le privilège du raisonnement sur le pouvoir. C'est pourquoi sa participation réelle à l'histoire, je recite le passage sur la Renaissance de Debord, son temps irréversible est celui de l'accumulation infinie des connaissances. Ainsi, la disjonction inclusive que pose Machiavel dans sa dédicace à Laurent de Médicis, des deux propositions, le peuple connaît la nature des princes, le prince connaît la nature du peuple, au moins l'une des deux propositions est vraie, eh bien cette disjonction inclusive pourrait bien être une disjonction exclusive, seule l'une des deux propositions est vraie, c'est-à-dire seul est vrai, le peuple connaît la nature du prince. Mais que les masses deviennent princes, de simples spectateurs qu'elles étaient, s'explique également par la nécessité d'une conjonction du pouvoir et de l'histoire. En effet, si le prince en tant que tiers détient un pouvoir mis à l'épreuve des désirs antagonistes des gouvernés, cela implique que, je cite Lefort, les conditions qui assurent la cohésion de l'État sont aussi celles qui le précipitent dans une histoire. Ce qui conditionne par conséquent le pouvoir, ce qui conditionne doublement le pouvoir et l'histoire, c'est-à-dire le désir de l'autre, c'est aussi bien ce qui disjoint pouvoir et histoire. Le pouvoir se précipite dans l'histoire, mais n'y est pas conjoint. Et Machiavel nomme fortune cette tragique disjonction que seule une virtu extraordinaire peut se concilier. En définitive, dans une théorie machiavélienne où le prince est maintenu en tant que tiers, le pouvoir se maintiendrait contre, dans les deux sens du terme, l'histoire, mais non avec elle. Donc, même en admettant, selon par exemple l'interprétation de Gramsci, que la volonté du prince
en l'espèce du Parti révolutionnaire, traduisent fidèlement les désirs encore opaques des masses, en soit l'avant-garde éclairée, eh bien, il sera néanmoins contraint de s'opposer à ce qui subsiste dans les masses de préjugés idéologiques. Le pouvoir des masses, anticipé dans la volonté du parti, se fera sentir par elle comme l'imposition d'une discipline nouvelle. À l'inverse, le parti devra analyser et traiter les rapports de force, aussi bien internes qu'externes, susceptibles de compromettre son maintien, ces rapports de force étant éprouvés par le pouvoir comme force historique dissolvante. Alors, et c'est ça qui fait la force de la pensée politique de Machiavel, l'histoire met le pouvoir à l'épreuve, le soumet à une mise en crise salutaire à la lutte contre la reconstitution du pouvoir spécialisé, mais en revanche, le pouvoir est dans la nécessité de se renforcer pour que sa précipitation dans l'histoire n'ait pas pour issue une ruine précoce. Autrement dit, le problème politique sous-jacent à la disjonction du pouvoir et de l'histoire réside en ceci que le pouvoir spécialisé doit se maintenir, bien que certes sous la forme d'une moindre domination. Donc que pouvoir et histoire ne soient pas disjoints en instances séparées va impliquer par conséquent que le pouvoir, et donc le raisonnement sur le pouvoir, soit partagé par tous. Oui, je vais vous épargner. Je peux encore avoir 3-4 minutes. Oui, ouais. Bien sûr. Alors, donc je vous passe juste les détails sur la conjonction du pouvoir et de l'histoire qu'on trouve dans le spectacle, à laquelle s'oppose évidemment d'une manière radicale la conjonction du pouvoir et de l'histoire que rend possible le peuple prince ou les masses princes. Eh bien, à partir de ce moment-là, le temps historique irréversible, arraché à son immobilité, sera temps qui passe. Les masses productrices, une fois émancipées, ne seront plus déterminées par la production, mais par la dépense. Je cite une phrase qui a tirée de la thèse 14 qui a été souvent énoncée au cours de ce colloque. Le sujet de l'histoire ne peut être que le vivant se produisant lui-même, devenant maître et possesseur de son monde, qui est l'histoire, et existant comme conscience de son jeu. Donc, ce que j'aurais voulu, mais à titre, là, je n'ai pas le temps de le montrer, mais que ce sujet de l'histoire se produisant lui-même désignerait non pas un sujet se produisant comme œuvre, comme essence enfin accomplie de lui-même, mais se produirait comme dépense ou dont la production est dépense. Et bon, évidemment, je pense à ton exposé. Alors, du coup, la vie ne serait plus subordonnée à la production des choses, ce qui impliquerait, comme dirait Bataille, que l'homme existe comme projet, mais à les jouissances d'exister sans délai. L'histoire comme affirmation du temps qui passe serait ainsi dissolution de toute reconstitution du pouvoir spécialisé que requiert une vie dont la production est le sens dernier. Et dans cette dissolution, le pouvoir s'évanouit dans le passage du temps tout en naissant de ce passage comme l'éclat fugitif de la gloire dont Bataille disait qu'elle est là où s'affirme la vie, rien d'autre, déplorant les idées de domination qui sont attachées à ce terme de gloire. Donc c'est ça que je visais en parlant de pouvoir non spectaculaire. Alors, oui, je vais également sauter un passage. Enfin, bon, le pouvoir partagé, dont je parlais également, ce serait ce qui ne cesse de se remettre en jeu dans l'effectivité du dialogue, annulant par cette mise en jeu toute position isolée. Et donc, à la séparation spectaculaire ne s'opposerait pas une cohésion, sans reste, une unité enfin retrouvée ou trouvée, mais à cette séparation s'opposerait le jeu au sens de l'écart que le dialogue introduit entre les êtres parlants. Et ce serait en fonction d'un tel inachèvement constitutif du communisme que je proposerai la lecture d'un passage, par exemple, comme celui-ci, qui a déjà été cité également. Il s'agit de posséder effectivement la communauté du dialogue et le jeu avec le temps qui ont été représentés par l'œuvre poético-artistique. Et donc, comment je lirai un tel passage? Si l'œuvre d'art est déterminée comme une forme de représentation, elle le serait en opposition à une participation réelle à la parole, et non à une présentation authentique de la communauté, participation réelle à la parole, où la société d'hommes émancipés, loin d'être identique à elle-même, s'écarte d'elle-même incessamment par le jeu qui introduit le dialogue.
Et du coup, la jouissance du passage du temps, ce ne serait pas la possession, j'ai presque fini, de l'objet perdu que le mélancolique a intériorisé, dont il vit la perte comme une mort à soi-même, mais cette jouissance qui ne procède en rien de la supposée retrouvaille de l'objet perdu, à savoir l'humanité dans son essence authentique, cette jouissance serait jouissance prise à se déprendre du désir de ce qui demeure. Autrement dit, jouissance de rien. Et donc, contrairement à cette joie mêlée de tristesse prise à la négation, par quoi se caractérisent les avant-gardes, et ce qui les rapproche d'un art baroque, eh bien, à la distinction de cette joie mêlée de tristesse prise à la négation, aurait lieu une joie qui serait prise à l'affirmation de la mêlée, mêlée qui serait l'autre nom de la fête au sens que Debord donne à ce terme, et l'égalité donc ne serait ni installée dans une communauté des égaux, ni le produit d'un acte de mise en question de l'inégalité de fait, elle serait l'affirmation de la mêlée et par là affirmation du commun qu'à chaque fois, de manière singulière, la mêlée effectue. Voilà, je vous remercie pour votre patience.